Bonjour, bienvenue dans l'entretien avec l'émission hebdomadaire sur Infocom. Aujourd'hui, je reçois Mathiave, qui est avocate, consultante en droit environnemental et également présidente du cabinet d'avocats Karen Chitok. Maître Mathie, merci d'être venu. Bonjour John, merci pour l'invitation. Aujourd'hui, notre sujet est tout à fait particulier parce que nous allons discuter autour de la thématique du thème annuel retenu par l'ONU en marge de la Journée mondiale de la liberté de la presse que nous célébrons d'ailleurs aujourd'hui. Et ce thème qui porte sur la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. J'ai tenu à vous recevoir puisque vous êtes du domaine afin d'abord d'explorer cette question de la crise environnementale, mais également de tenter de déterminer quelle serait la responsabilité du journaliste que je suis et pour mes confrères sur cette crise. Alors, d'entrée de jeu, ma question est de savoir, crise environnementale, à quoi réfère-t-elle et pouvez-vous nous décrire quelle est réellement cette crise à laquelle le monde assiste, mais également un petit regard sur ce qui se passe en RDC? La crise environnementale, elle peut être vue sous trois angles, sous trois prismes différents. Donc, il y a le problème de la perte de la biodiversité qui constitue un défi important parce que ça affecte nos ressources en tant qu'humains sur cette planète. Il y a la pollution qui aussi affecte les ressources parce que les ressources et bien entendu les humains, compris dans les ressources aussi. Et il y a enfin ce qu'on appelle le climat, les perturbations climatiques que nous connaissons suite à l'émission des gaz à effet de serre, effet de l'industrialisation que le monde a connu depuis le 19e siècle. Donc aujourd'hui, ces trois crises, ces trois défis, ces trois challenges constituent la base, le lit de la crise environnementale que nous constatons aujourd'hui, avec ses corollaires à plusieurs niveaux. Ici en RDC, généralement, quand on parle de crise environnementale, on voit beaucoup plus l'aspect de la pollution. Je parle ici de Kinshasa. Mais les deux autres aspects semblent ne pas vraiment être pris en compte. Est-ce que vous le percevez également ou bien c'est une opinion qui est, disons, à faible conscience? Je pense que justement c'est le travail que la presse devrait faire. Ce sont des sujets de recherche dans lesquels la presse devrait s'investir, vulgariser la problématique d'abord de la perte de la biodiversité parce que en fait aujourd'hui avec le braconnage, avec la disparition de certaines espèces, pas uniquement des animaux, parce que souvent quand on dit perte des espèces, on voit qu'il y a moins de gorilles, moins d'éléphants, et on pense que c'est uniquement, mais la flore également. Lorsque l'être humain vit dans un écosystème, donc tout ce qui est autour d'un être humain, présent dans une société, sous forme de bactéries, sous forme de plantes, sous forme d'animal, ou on peut même dire d'animaux, permet à l'homme d'évoluer dans ce système-là. Une fois qu'on change un seul élément, la capacité de survie est affectée et même la symbiose entre ces différents éléments est affectée. Donc, on ne peut pas estimer que la perte de biodiversité ne nous affecte pas, que c'est un problème qui n'est pas évident en République démocratique du Congo. Nous avons quelquefois l'habitude, par exemple, on va prendre un cas concret, de planter des eucalyptus ou des acacias. Ce ne sont pas des espèces endémiques de la République démocratique du Congo. Elles viennent de quelque part, elles évoluent dans un certain écosystème et lorsque nous les prenons, nous importons ces plantes, ces espèces, nous les introduisons dans notre écosystème, il y a des changements qui s'opèrent en termes de végétation environnante, en termes
nutrition pour les animaux qui peut-être dépendaient d'espèces, des espèces qui étaient là antérieurement et qui maintenant peut-être ne pourront plus. Donc ça va même affecter parce que certaines fientes, certains déchets, certaines matières fécales des animaux constituent des engrais. Lorsque vous changez la composition de leur nutrition, vous affectez également le sol, la fertilité des sols. Donc c'est une thématique qui devrait entraîner un intérêt de la part de la presse. À côté de ça, on a le réchauffement climatique, on a les perturbations climatiques. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que nous ne sommes pas affectés au niveau de Kinshasa avec les perturbations climatiques. On le voit d'ailleurs en termes des inondations pendant cette période. C'est justement parce que les pays africains sont fortement touchés par les conséquences du réchauffement climatique. Avant de revenir sur la question sur la responsabilité de la presse, parce que c'est le second volet de notre entretien, j'aimerais un peu revenir sur la question toujours de la crise environnementale. Est-ce qu'aujourd'hui, le Congolais en général, le Quinois ou je ne sais dans quelle ville, est-ce qu'il est assez sensibilisé sur cette question qui dérange le lieu où il réside et ne lui permet pas, d'une manière ou d'une autre, d'être en très bonne santé? C'est un débat que j'ai eu dernièrement lors d'un entretien avec plusieurs personnes à qui reviendrait en fait la responsabilité de cette connaissance. Pour moi, autant l'État doit fournir les efforts pour informer la population, autant le citoyen congolais est censé chercher des solutions aux problèmes qui se posent dans sa communauté. On dit à l'article 53 de la Constitution, de notre Constitution, que tout Congolais a droit à un environnement sain. L'État est censé encadrer les mesures dans lesquelles ce droit doit se définir. Mais on dit également, et ça c'est nul n'est censé ignorer la loi. Si nul n'est censé ignorer la loi, le citoyen congolais est supposé être au courant de ses droits et de ses devoirs. Je pense aussi qu'il y a au niveau de la population une part de bon sens qu'on devrait avoir. Prenons le cas de l'insalubrité. Rien n'empêche à ce que chacun de nous, quand il a des déchets sur lui, il mange dans la rue ou il boit de l'eau dans une bouteille plastique, qu'il cherche soit une poubelle aux environs, soit qu'il aille jeter chez lui, parce qu'on suppose que chacun a une poubelle chez lui à la maison, pour que ça puisse être... C'est vrai que le problème de l'enfouissement des déchets, d'une décharge municipale se pose, mais à notre niveau, qu'est-ce que nous faisons pour, par exemple, garder nos rues propres? Après, il y a l'administration qui doit fonctionner, mais est-ce que nous sommes allés voir l'administration pour leur poser le problème? En tant que citoyens, nous nous plaignons beaucoup, mais nous ne poussons pas nos politiques à l'action. Et ça, c'est quelque chose qu'on devrait commencer à faire. Et je l'espère que la presse peut nous aider, parce qu'on dit bien que la presse, c'est le quatrième pouvoir. Tout à l'heure, vous parlez des responsabilités, presse quatrième pouvoir, oui, on l'admet. J'ai dit on l'admet parce que je suis journaliste, nous l'admettons. Mais est-ce que la question de l'intérêt, cet intérêt qu'il faut susciter auprès des Congolais, est-ce que ce n'est pas d'abord une question qui relève du gouvernement avant de revenir au niveau de la presse? Parce qu'au niveau de la presse, on va revenir sur la responsabilité d'ici quelques instants. Est-ce que vous ne trouvez pas que d'abord cette responsabilité se porte au niveau du gouvernement, au niveau des autorités qui doivent pleinement jouer leur rôle? Parce qu'en tant que médias, en tant que journalistes, notre mission est simplement d'informer, des fois d'informer et aussi d'éduquer. Alors, est-ce que la mission de l'éducation ne revient pas d'abord au niveau des autorités? Ok. Je vais me référer à un principe simple, celui des vases communicants. À un moment donné, ça s'équilibre. Lorsque vous voyez qu'il y a des insuffisances, vous pouvez essayer de voir dans quelle mesure pallier. Sinon, vous restez dans le statu quo et personne n'avance.
Si aujourd'hui, on doit reconnaître que l'État d'abord doit veiller à ce que justement cette crise environnementale, on arrive à y pallier, mais que l'État a failli à sa mission, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On subit? Ok, subissons. Jusque quand? Parce que je suppose que l'entretien que nous avons, c'est pour justement aborder la complexité des rapports pour obtenir des résultats. Il y a des choses que nous pouvons faire à notre niveau. Notre État est, disons-le, démissionnaire pour la plupart de ses pouvoirs, de ses attributions. Mais on continue à vivre ou pas? Bon, c'est pas moi la journaliste ici, je ne devrais pas poser de questions, mais on peut se poser cette question. Comment est-ce qu'on avance? Comment est-ce qu'on se sort de cette situation? Et je pense que nous devons apprendre en tant que citoyens à être pragmatiques. Lorsque l'État ne peut pas nous apporter de solutions, nous devons aller vers l'État et lui proposer des solutions. En tant que spécialiste du domaine, pour que cette fois-là, l'audience, les Congolais, la population puissent suivre des infos liées à l'environnement à 100%. J'abonde dans votre sens. Mais je voudrais vous rappeler, vous êtes du domaine, que les médias, ça ne fonctionne pas sur le principe de la gratuité. Donc, je pense qu'il faut arriver à susciter ce besoin dans la population, les auditeurs, les téléspectateurs, les internautes, pour s'informer sur ces questions environnementales. Et ça, je pense qu'au niveau de la presse ici chez nous, il y a assez d'intelligence pour pouvoir orienter les gens vers cette démarche-là. Autre chose que je voudrais quand même rappeler, c'est qu'il existe déjà des médias qui sont peut-être pas des médias en tant que tels uniquement dédiés à l'environnement. Oui, dédiés à l'environnement, mais il y a quand même quelques chaînes ou quelques émissions qui le font passer. Comment est-ce que nous rendons ce contenu-là attractif? Comment est-ce que nous nous assurons que les personnes sont sensibilisées? Parce que si vous arrivez à obtenir une grande écoute, vous pouvez capitaliser pour une publicité avec un coût plus élevé. Donc, je pense qu'à ce moment-là, on revient encore au niveau du pragmatisme où on doit arriver à trouver des solutions en fonction du contexte dans lequel nous évoluons. J'aborde avec vous mon avant-dernière question de notre entretien. Vous êtes avocate, consultante en droit de l'environnement, en droit international, je précise, de l'environnement. Oui. Vous êtes beaucoup plus proche du dossier, puisque c'est vous qui, d'une manière ou d'une autre, veillez à ce que l'environnement soit protégé du point de vue légal. Est-ce que, en tant que professionnel du secteur, vous ne trouvez pas que vous, ainsi que vos autres collègues, devez être beaucoup plus sensibles sur cette question en créant, par exemple, des médias dédiés à l'environnement? En tant qu'avocate, on ne peut pas faire le commerce. Donc, on peut agir par l'intermédiaire d'ONG, mais à ce moment-là, on doit déléguer. Et ces questions, ce sont des questions sensibles qui requièrent de l'expertise. D'abord, il n'y a pas beaucoup d'avocats environnementalistes au niveau de la République. On n'est pas très nombreux. Ce n'est pas encore très lucratif, il faut se le dire. Donc, même au niveau des instances judiciaires, il n'y a pas beaucoup d'affaires qui sont portées. Donc, ce droit-là, nous l'exécutons autrement. Mais moi, je crois dans les synergies. C'est malheureusement l'un des points faibles de nos compatriotes, de nous les Congolais. On évolue difficilement en synergie. Mais comme le dit ce fameux proverbe africain, qui veut aller vite va seul, qui veut aller loin
avance avec les autres. Donc on doit apprendre à se mettre ensemble, on doit apprendre à se faire confiance, on doit apprendre à déléguer pour que justement la cause de la protection de l'environnement, la cause de l'environnement sain auquel tout Congolais a droit puisse être défendue, puisse être encadrée. Concluons par cette question. Vous êtes professionnel du secteur. Que pensez-vous de l'état actuel de la presse congolaise qui doit informer et éduquer les Congolais sur cette question de la protection de l'environnement? Est-ce que nous sommes assez mobilisés, nous, la presse congolaise? Bon. Je pense que comme partout ailleurs, il y a quelques failles. Je pense qu'aujourd'hui, on a une diversité d'acteurs au sein de la presse congolaise et je me dis qu'il y a toujours moyen de faire mieux. Ce que j'apprécie aujourd'hui, c'est de voir que beaucoup savent se serrer les coudes dans les situations difficiles, que ça va dans tous les sens. Moi, je le prends positivement parce que ça veut dire que les gens vont se spécialiser dans des domaines divers. Après, il faut une bonne régulation. Il faut que la presse aussi ait le courage de dénoncer. Ce n'est pas toujours le cas. Il faut qu'il y ait un peu plus de journalistes d'investigation. C'est très important parce que ça élève le niveau de la masse critique. Et ça, pour avoir un développement cohérent, on a besoin d'individus qui savent faire la part des choses, qui ont un esprit critique. Et la presse est un moyen évident pour atteindre cet objectif-là. Donc moi, j'encourage tous les membres, tous les acteurs du secteur de la presse congolaise à s'informer, à continuer à se former, à donner le meilleur d'eux-mêmes et à être de vrais patriotes. Maître Maty, aujourd'hui je vous ai reçu pour qu'on discute sur la question du thème annuel retenu par l'ONU sur la Journée mondiale de la liberté de la presse. Ce thème qui porte sur la presse au service de la planète, le journalisme face à la crise environnementale. Je vous remercie pour vos contributions et ce sera un plaisir de vous recevoir très prochainement. Merci à vous, bonne fête. Merci beaucoup. À très bientôt sur vos écrans. Merci.